peut-être un mot avant de remettre cette distinction à Philippe Barrier. Il y a une magie dans le prix Pierre-Simon, je ne sais pas si vous y êtes sensible, en tout cas moi j'y suis très sensible. C'est que chaque année, alors que nous passons en revue un certain nombre d'œuvres, de travaux, d'actions, de réflexions, se crée une unité du prix dont nous ne sommes, enfin vous me démentirez, absolument jamais conscients au départ. Et il y a eu une année où le prix s'est fait autour du thème de la mémoire, il y a eu une année où le prix s'est fait autour du thème de la sollicitude, autour du thème de l'altérité. Et cette année, il me semble que de la même façon, la magie a opéré autour de la question des normes et autour de l'écart aux normes. Et vous allez voir que donc, le prix que je vais remettre maintenant est tout à fait dans la lignée de ça. Et c'est de cette magie dont je voulais te remercier, Emmanuel. Alors, Philippe Barrier, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, et vous êtes aussi, vous le dites vous-même, patient, c'est-à-dire malade, soigné par lui-même et par autrui. Et c'est le patient, donc victime d'une insulinodépendance dès 16 ans, puis d'insuffisance rénale chronique, avant qu'une greffe réussie, une double greffe réussie rein-pancréas en 1995 vous sorte des contraintes, des dialyses et des traitements. Auteur d'un livre qui avait déjà été distingué par l'Académie de médecine, La blessure et la force. C'est donc cet auteur, autour d'un second livre, Le patient autonome, que nous avons voulu distinguer ce soir. En fait, c'est à partir de la réflexion du philosophe Georges Canguilhem et de sa thèse sur le normal et le pathologique que vous construisez la notion d'autonormativité, autour de laquelle vous tissez une réflexion sur la spécificité de la maladie chronique et du rapport à la vie autour d'elle. Canguilhem fit en son temps, 1943, donc année de sa thèse, il fit exploser le cadre qui régissait le normal et le pathologique, montrant quand même comment la vie était liée aux conditions dans lesquelles elle se déploie. Elle est non seulement, dit Canguilhem, une polarité, la vie, la mort, mais elle est une activité normative. Il parlait d'une normativité biologique. Il s'attachait à montrer comment le jugement, en fait, qui institue les normes en matière de santé et en matière d'état pathologique est en réalité inscrit dans la position même de celui qui instaure les normes. La maladie est une crise de la normativité, dites-vous. Crise que déclenche le basculement posé par le diagnostic, puis ensuite la contrainte de traitement qui en résulte. Et cette crise, vous le montrez très bien, bouleverse à la fois notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres. Le deuil qui s'accomplit, dites-vous, n'est pas celui d'une liberté finalement, n'est pas celui de la santé, mais beaucoup plus, et vous le montrez bien, de la certitude du rapport que nous avons au monde. Et le déplacement que vous opérez à partir de ce constat est immédiat, je dirais prolongeant l'intuition de Canguilhem. Vous allez parler non plus de normativité biologique, mais vous allez parler d'autonormativité en montrant comment finalement le patient atteint de maladie chronique va être conduit progressivement à intégrer la norme, à se l'apprivoiser et finalement à prolonger donc dans la réflexivité ce rapport à la norme. Être malade, écrivait Canguilhem, c'est encore vivre. Et vivre, c'est toujours fonctionner selon des normes, même restreintes. En outre, c'est même vivre selon une normativité qui s'avère nouvelle. Et donc, ce que vous montrez très bien, c'est comment finalement le malade cesse de considérer la maladie comme une ennemie, me semble-t-il. Comment il l'apprivoise, dites-vous, à la manière d'un adversaire dans une partie de tennis. Un adversaire qui est celui qu'il faut battre, mais celui sans lequel, évidemment, la partie n'aurait pas lieu. Alors, nous avons voulu distinguer votre livre parce qu'il ouvre, à notre sens, un certain nombre de pistes en philosophie. D'abord en philosophie des valeurs à laquelle vous donnez un nouveau domaine, qui est celui de la vie.
Vous ébranlez également tout ce qui concerne, me semble-t-il, les idées reçues en matière de transmission du savoir et de la relation qui unit le médecin et son patient. Et dans le cadre de la maladie chronique, vous montrez comment en fait les frontières du savoir s'effacent progressivement. C'est-à-dire dans le savoir se soigner, qui est votre expression, et qui caractérise le malade chronique, le patient va transmettre à son médecin la connaissance intime qu'il a de sa maladie. Mais vous montrez aussi comment cela n'est possible, l'échange ne sera possible que si le médecin a au préalable balisé pour le patient l'entrée dans la maladie en lui permettant en quelque sorte d'y reconnaître son vécu. Vous empruntez pour cela à quelques grandes figures de l'herméneutique philosophique, Gadamer, Ricoeur, mais c'est aussitôt pour faire un pas de côté et montrer que dans la notion d'amitié, de philia que vous définissez, là encore, il est question de normes. C'est-à-dire que sans les normes, finalement, cette amitié du médecin pour son patient, des patients pour d'autres patients, s'épuiserait dans l'échec. Et il revient donc à vous lire, on comprend comment le pathologique, et même le pathologique chronique, finalement, est ce sur quoi on peut fonder une nouvelle éthique. Alors, votre démarche philosophique est liée, je pense, évidemment à la maladie, tout comme votre écriture trouve à se nourrir, finalement, de la reconnaissance de son existence, ou plus exactement, je dirais, de la reconnaissance de vos deux existences liées, puisque ce que vous dites, c'est qu'on ne gagne jamais contre la maladie, et encore moins contre la maladie chronique. Dans son dernier roman, intitulé L'incolore Tsukuru Takati et ses années de pèlerinage, le romancier japonais Haruki Murakami enrobe chaque homme d'un halo de lumière qui n'apparaît que pour ceux pour lesquels la mort est visible. À nous, hommes pour instant encore incolores, vous permettez, cher Philippe Barrier, de voir un instant le monde dans l'infini de ses nuances. Et c'est la force de ce regard et finalement ce sentiment d'appartenance à la vie que vient, je crois, distinguer votre nomination pour le prix Pierre-Simon, dont le message fut aussi, je pense, de souligner la force de cette vie. Voilà. Merci infiniment. Je suis évidemment très honoré, très heureux et je dois dire très ému. Et je suis soulagé j'étais soulagé quand tu as dit il n'y aura pas de présentation de 10 minutes parce que au moment de recevoir ce prix, quand j'ai su que je l'avais, ce que j'explique dans cette même salle devant des étudiants avec beaucoup de calme et beaucoup de fougue, d'un seul coup, n'avait plus de force, n'avait plus de sens, n'avait plus de légitimité. Et ce doute fait partie de mon travail et m'assaille. Et ce prix me conforte, je dirais, dans mon imprudence qui a été celle de ma vie, que j'assume et que j'ai essayé de conceptualiser en trouvant dans Georges Canguilhem, philosophe, médecin et résistant. J'ose pas dire un frère, ça serait évidemment disproportionné, mais un maître dans l'engagement pour la vie. Et c'est le sens de l'engagement du médecin, comme il l'explique lui-même. Et moi, j'ai été engagé dans ce combat pour la vie, malgré moi. Et j'ai voulu le réfléchir pour moi-même, pour qu'il me soit intelligible, et pour les autres qui sont amenés à faire ce parcours. La dernière étape de ma réflexion dans ce livre, c'est de montrer que ce travail normatif qu'impose la maladie, c'est aussi une possibilité de revalorisation de la vie. Et donc, que cette sensibilité normative que j'ai appelée autonormativité, c'est aussi le fond de l'humain qui justifie peut-être son respect universel et inconditionnel, peut-être encore plus que la raison
avec Canguilhem. C'était la pointe extrême de mon audace d'essayer de déborder Canguilhem par ce retour à la sensibilité, aux ressources positives de l'homme. Et face à une médecine et à un monde où la technologie, la protocolarisation semblent les seuls modèles d'efficience et de légitimité, je pense que cet optimisme dans le fond humain n'est peut-être pas déraisonnable. Et puis, je voudrais partager ce prix avec la personne qui, en 1995, m'a donné 2 de ses organes et m'a permis d'avoir cette vie magnifique pour moi, où je travaille, où j'aime et où je suis heureux de maintenir et de développer les potentialités qui sont en nous, à la fois singulièrement et universellement. Et je vous remercie infiniment.